Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit Monsieur Akon Efa Steve Mexan. Il est acteur politique du 3e arrondissement de Libreville. Il est dans le cadre de la rubrique Urban Mosley avec Sef Mosley. Sef Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va très bien. Alors, aujourd'hui, vous allez parler du dialogue national inclusif. Oui, effectivement, avec Monsieur Steve Mexan Akon Efa, qui est ancien candidat au municipal de 2018, si je ne me trompe pas, il corrigera. Oui. 2023, voilà. Donc, les deux. 2018 et 2023. Voilà, il a été candidat au 3e arrondissement. C'est pourquoi il parle d'acteur politique au 3e arrondissement. Notamment, c'était pour le compte de l'Union nationale. Et là, nous allons discuter un tout petit peu de long en large au regard du temps qui nous est imparti de tout ce qui est en rapport avec le dialogue national inclusif qui se passe actuellement du côté du stade Ambondje. Monsieur Akon Efa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Merci pour l'invitation. Acteur politique dans le 3e arrondissement, c'est une aventure ou bien une conviction? C'est une conviction. Pourquoi une conviction? Je suis un enfant du 3e arrondissement d'Akebe-Poto. Depuis dimanche, j'ai 46 ans. Donc, c'est un arrondissement où j'ai toujours vécu et j'ai vu les conditions de vie des populations de cet arrondissement se dégrader au fil des ans. Pendant longtemps, je suis resté en marge en me disant, je ne me préoccupe pas de ça. Et jusqu'en 2016, où je me suis dit, au lieu de parler dans les bars comme on fait tout le temps, il faut peut-être que je m'engage, je ne dois pas attendre, comme d'habitude, d'avoir un leader qui va parler de nos problèmes. Parce que ce leader ne pourra jamais parler des problèmes du 3e arrondissement d'Akebe-Poto comme moi je le ferai. C'est pour ça que, après la présidentielle de 2016, je me suis engagé activement en politique en adhérant à un parti, l'Union nationale. Pourquoi l'Union nationale? Pourquoi pas le PDG? Je considérais à l'époque... Que la raison de... Ou un tout autre parti, pas le PDG, ça pourrait être le phare, la DER. Pourquoi pas le PDG? Je considérais à l'époque, et je le considère toujours, que... Ils étaient la cause de cette situation. Le PDG est responsable de la situation chaotique du pays. Parce que lorsque on a géré le pays pendant aussi longtemps et que les choses se dégradent, ça veut dire que c'est ceux qui gèrent qui posent problème. Ce n'est pas ceux qui sont dehors, c'est ceux qui dirigent. Ils ont la décision. J'ai souvent été choqué de voir un certain nombre de choses, de voir la première dame de l'époque faire une marche contre les crimes rituels pendant qu'on empêchait les opposants de faire la même marche. Dans un pays normal, c'est l'opposition qui fait la marche pour faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci prenne des décisions. Mais lorsqu'un gouvernement fait la marche, ce gouvernement se dit incapable de régler le problème. Mais pour changer le quotidien des populations ou d'une communauté, il y a plusieurs moyens. Il n'y a pas que la politique, il y a les ONG, il y a l'activisme, il y a les œuvres caritatives. Pourquoi avez-vous choisi la politique? Il y a l'engagement citoyen autrement. La différence dans notre pays, le Gabon, c'est que la politique a tellement perverti les consciences des populations. Lorsque je me suis engagé, j'aurais pu m'engager derrière un leader et tout, pour être sûr d'être élu. Je me suis engagé au 3e arrondissement où on n'avait pas un grand leader de l'opposition. Lorsque je suis allé aux élections en portant ma vision. Parce que je me suis dit, si je me fais élire des jeunes du 3e arrondissement qui ont grandi avec moi, nos enfants, nos petits frères se diront que c'est possible. Parce qu'il fallait leur montrer que c'était possible. On était arrivé à un stade où on a dit, les Gabonais avaient l'impression que ce pays appartenait à certains individus. Que c'était impossible de réussir si on ne faisait pas allégeance. Moi, je voulais montrer aux gens qu'on pouvait ne pas faire allégeance et faire les choses différemment. Parce que en dehors de la politique, j'ai été reçu sur ce plateau pour mes activités associatives. Mais les activités associatives n'intéressent pas beaucoup les Gabonais. Moi, je l'ai vu, je suis à la tête d'une ONG et c'est beaucoup plus les femmes qui s'intéressent aux activités des ONG parce que les femmes n'aiment pas beaucoup la politique. Mais les hommes, c'est la politique. On cherche et c'est la politique, le côté pervers de la politique. Est-ce qu'au sein de l'Union nationale, vous avez trouvé solution aux problèmes que rencontrent les populations du 3e arrondissement? Je vous ai dit, un parti politique aspire à prendre le pouvoir pour pouvoir trouver des solutions. Mais l'Union nationale n'a jamais pris le pouvoir. Mais l'Union nationale a quand même pris position.
nous avons en 2021, c'était en 2022 plutôt, en 2022, lorsqu'il y a eu la crise de la CNSS et de la CNAMGS, l'Union nationale a pris un groupe de personnes pour réfléchir et pour faire des propositions au gouvernement. Et dans ce groupe, j'étais membre de ce groupe, nous étions 5. Nous avons fait des propositions. Ce que j'avais apprécié à l'époque, c'est que l'une de nos propositions avait quand même été prise en compte. Le gouvernement a fait venir la CIPRES pour faire l'audit de ces entités de protection sociale. Tout comme après le coup d'État, les décisions qui ont été prises par le gouvernement de dire qu'on va confier ces entités au privé, c'était aussi l'une de nos propositions parce que nous regardions un peu la CNSS. Les entreprises privées cotisaient, l'État était redevable à ces entreprises-là, mais c'est l'État qui gérait l'entreprise. C'est l'État qui gérait la CNSS, c'est l'État qui nomme des fonctionnaires à la tête de la CNSS, mais l'État devait beaucoup d'argent à la CNSS. Alors que les entreprises qui cotisaient n'avaient pas de voix au chapitre dans cette histoire-là. C'est celui qui paye qui doit décider de comment on utilise son argent. Oui, tout à fait. Voilà. Tout comme j'avais fait la remarque aux gens de ma génération que nous sommes assis tous les jours, nous entendons que le directeur général de la CNSS, de la CNAMGS, ils sont en train de s'amuser avec notre argent, mais aucun de nous ne réagit. Et pourtant, quand je prends ma fiche de paye, je vois quand même qu'on me prélève la CNAMGS. Mais nous sommes prompts à dire qu'on vole de l'argent dont on ne connaît pas l'origine. Or, tel ministre a volé de l'argent. Nous ne savons pas d'où sort cet argent. Nous ne savons même pas si cet argent existe vraiment. Mais le problème à la CNAMGS, nous le savons parce que quand je prends ma fiche de paye, je sais qu'on prélève et c'est mon argent. Et quelqu'un s'amuse avec ça. Donc, c'est un peu tous ces contours-là qui font que je me suis lancé en politique parce que c'est ça la réalité de notre pays. La politique a toujours décidé de tout. La politique a toujours décidé de tout. Il fallait d'abord emmener les Gabonais à comprendre que même en politique, on peut s'opposer à ceux qui ont le pouvoir et puis ne pas avoir de problème. Moi, je l'ai souvent dit à la diaspora. Vous criez en France, j'ai souvent fait ces posts sur Facebook, vous criez en France, vous nous demandez de descendre dans la rue. Venez descendre dans la rue. Moi, je vis au Gabon. Avant même que je n'entre en politique, j'ai souvent tenu des discours assez durs vis-à-vis d'Ali Bongo Ondimba, mais jamais je n'étais inquiété. Jamais je n'étais inquiété. Les gens, et je pèse mes mots, parce que certains ne vont pas apprécier. Beaucoup ont été inquiétés ici parce qu'ils n'ont jamais été francs dans ce qu'ils faisaient. Beaucoup ont été inquiétés parce qu'il dit une chose le jour, et la nuit, il se retrouve à aller demander des services. Mais quand vous demandez des services et qu'après vous ne respectez pas les accords, c'est normal qu'on vous inquiète. Mais je dis, si les gens vont sur ma page Facebook, ils verront souvent des choses que j'ai dit. Jamais je n'ai eu un coup de fil, de menace ou quoi que ce soit. C'est aussi ça la réalité. Le problème politique du Gabon, le PDG était le principal responsable. Mais la population gabonaise en général, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je vois tout le monde dire, c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais moi, je ne pense pas qu'on est encore... On a déjà atteint la félicité. Je dis qu'il y a une aurore qui s'est levée le 30 août. Hein? Cette aurore-là doit nous élever, mais elle ne nous a pas encore élevés. Parce qu'on reproduit les mêmes schémas qu'on a critiqués avant. Aujourd'hui, c'est d'autres acteurs, mais on a beaucoup de personnes qui reproduisent les mêmes schémas qu'on a critiqués avant. Moi, le président de la République actuelle n'a pas besoin que quelqu'un ait crié son soutien. Nous tous, nous voyons quand il descend dans la rue, comment les gens sont derrière lui. Mais les gens qui veulent exister, beaucoup parmi nous, nous voulons exister politiquement. On se place, je soutiens la politique du président de la République. Mais ils l'ont fait pour Ali Bongo, aujourd'hui, ils ne l'acceptent plus. Donc il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on se dise qu'il y a une aurore qui s'est élevée, elle doit nous soulever pour qu'on fasse les choses différemment si on veut atteindre la félicité. L'aurore s'est levée et vous avez bien planté le décor concernant votre engagement politique. De cette aurore, il y a l'organisation du dialogue national inclusif. Comment appréciez-vous le chronogramme de cette rencontre éminemment politique, économique et sociale? Bon, le dialogue, pour moi, il était nécessaire. Je vais déjà le dire, le dialogue, il était nécessaire. Mais j'ai quand même des bémols à mettre sur le chronogramme. Parce que nous nous retrouvons à un dialogue où, en même temps, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de social. De ce dialogue doit sortir une constitution. Moi, j'aurais souhaité... Des engagements pour pouvoir permettre à ceux qu'on ait un Gabon beaucoup plus... Il y a des engagements qui vont sortir là, qui vont pousser
qui vont amener le Parlement à rédiger une nouvelle constitution. Cette constitution sera votée lors d'un référendum. C'est ça le chronogramme. Maintenant, je dis, on aurait dû d'abord faire un dialogue purement politique pour planter les éléments qui vont rentrer dans le cadre de la Constitution, pour planter les éléments qui vont rentrer dans le cadre législatif qui va nous conduire après cette transition. Le fait de tout mélanger, économie, sociale, on court le risque à la fin de ne pas pouvoir appliquer les choses parce que ceux qui sont en train de réfléchir sur l'économie ne savent pas ce que ceux qui sont en train de faire, ceux qui sont en train de réfléchir sur la politique font, la gouvernance font, ceux qui sont sur le social. Et donc, lorsqu'on va devoir rédiger la Constitution, dans la Constitution, on ne va pas regarder les recommandations économiques ou sociales. On va d'abord faire une Constitution qui va s'appuyer sur les recommandations politiques et sur les recommandations liées à la gouvernance. Mais on court le risque après de se retrouver dans une situation où les recommandations économiques ne correspondent pas au cadre légal du Gabon. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que c'est peut-être l'inquiétude qui a conduit les militaires à pouvoir proposer un dialogue qui soit beaucoup plus en rapport avec l'ensemble des aspirations des Gabonais que de créer, du moins d'organiser une nouvelle messe politique comme en 1990 ou encore les accords de Paris et tout ce qu'on connaît comme rencontre qu'il y a eu entre acteurs politiques sans que ça soit réellement pris en compte dans le déroulé même pour le développement du Gabon. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse une rencontre purement politique, mais en associant la société civile, en associant tous les acteurs. Parce qu'une constitution ne doit pas être seulement la chose des politiques. Ça doit associer tout le monde. Quand je dis, on a plusieurs thématiques. Ces thématiques-là risquent à la fin, c'est ma crainte, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont trouver une solution, risquent à la fin de ne pas s'emboîter. Et si ça ne s'emboîte pas, il y a des gens qui vont crier en disant on a pris cette résolution, ça n'a pas été pris en compte. Mais il faut que cette résolution prise puisse rentrer dans le cadre général. Donc, on a eu 90, on a eu les accords de Paris en 94, on a eu les accords d'Arambo. Le problème au Gabon a toujours été, ce n'est pas les accords le problème, ça a toujours été les hommes. Ça a toujours été les hommes. Les hommes pour appliquer ces choses-là. Mais le président de la transition a donné des gages lors de son discours d'ouverture en disant que pour lui, ce qui sortira de ce dialogue national et inclusif fera l'objet des textes de loi. Oui, ça fera l'objet des textes de loi. Le président de la transition, après la transition, la personne qui sera président de la République, on n'est pas sûr qu'elle ne va pas modifier les choses, on n'est pas sûr qu'elle va respecter. Mais la constitution qui doit sortir de là doit être une constitution pratiquement inviolable au dire du président de la transition. Oui, tant qu'il est là, je sais que tant qu'il est là, il a donné sa parole. Je vous dis, la constitution de 91, la preuve c'est que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont demandé à ce qu'on revienne à la constitution de 91. Parce que tous les Gabonais s'accordent que c'était une très bonne constitution. Mais cette constitution, on l'a vu, parce que cette constitution prévoyait qu'après le mandat de Mar Bongo qui démarrait en 93, il n'avait plus le droit de se présenter. Mais avant son mandat, avant 98, ça a été modifié. Le problème aujourd'hui, nous avons les militaires à la tête. Tôt ou tard, les militaires vont partir. Moi, c'est ma crainte. Tôt ou tard, les militaires vont partir. Lorsque nous allons revenir, nous, les civils, les politiques, Mm. Lorsque nous allons venir, est-ce que nous allons respecter les engagements qui ont été pris? Est-ce que les militaires ne seront pas obligés, dans 10, 15 ans, de revenir? C'est ça. Parce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Au Ghana, Jerry Rawlings a fait un coup d'État, il a laissé aux civils, il a été obligé de revenir. Je dis, les militaires aujourd'hui sont une garantie. Mais lorsque je regarde la manière de faire des politiques qui aujourd'hui chantaient Ali Bongo, c'est lui l'omnipotent, l'omniscient. Tout comme à l'époque, quand j'étais petit, j'entendais Bongo, c'est la lumière du passé, du présent et du futur. C'est notre guide éclairé. Bongo Omar.
Je l'entendais, il y avait un groupe d'animation, j'étais petit, je m'en rappelle parce que ma grande sœur chantait dans ce groupe d'animation, c'était les apôtres de Yaya Bongo de la réussite. Ils ont dit qu'il était le guide éclairé. Après, c'était Ali Bongo. Aujourd'hui, les mêmes font la même chose au président de la transition. Alors que nous savons que le président de la transition n'a pas besoin de ça. Les Gabonais, on atteint le fond. Parce que les gens ont tendance à vouloir minimiser ce qu'on a vécu. Moi, j'étais candidat au 3e arrondissement. Le jour du vote, j'ai cette vidéo dans mon téléphone. Les opérations de vote dans le bureau où je votais, le bureau où moi je votais, ont commencé à 20h30. On a commencé à voter à 20h30. Dans une salle sans lumière. Sans lumière. Donc, vous comprenez même que ceux qui organisaient cette élection ne se souciaient même pas de ce que ça va renvoyer. Parce qu'une élection comme ça, une élection organisée de telle manière, dans un chaos total, aurait dû être annulée. Alors, il y a que, quand on regarde un tout petit peu ce dialogue, ce qui revient souvent aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans une situation, auraient voulu qu'il y ait aussi, en prime, l'organisation la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Que pensez-vous de cette situation qui fait que cette absence-là, pour certains, peut entraîner, on va dire, la non-considération même de ce qui pourrait sortir de ce dialogue? Moi, je souhaite qu'à la fin de ce dialogue, on organise cette commission. Pourquoi? Je vous ai dit que je suis rentré en politique en 2016. Les raisons de mon entrée en politique sont simples. J'étais assis chez moi. Lorsqu'on a cassé, moi, je suis resté chez moi. Et puis, je regarde Info, comment on appelle ça, une chaîne française, j'ai oublié le nom. Je regarde la chaîne. En fait, la chaîne passait, il y a un reportage qui passait, une jeune fille qui pleurait, Marguerite et tout, j'ai entendu. Et puis quand je viens m'asseoir, je vois, et je me rends compte que c'est ma cousine. Elle pleurait parce qu'on a retrouvé le corps de son petit frère à l'échangeur de la RTG. Il a été tué. Ces photos, je les avais vues quelques jours auparavant, mais je ne connaissais pas le petit, je connaissais ses grandes sœurs. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'on était allé trop loin. Et je pense qu'à un moment, que ce soit les parents de ce petit, Mvanezor, ou les parents de Boulbeka, aimeraient quand même savoir ce qui s'est passé. Aimeraient savoir qui a donné l'ordre de tirer sur les Gabonais. Parce que quand des Gabonais arrivent à tirer sur d'autres Gabonais, il faut quand même qu'on se dise une chose, il faut qu'on sache qui a fait quoi, qui a donné. On ne saura peut-être pas qui a appuyé sur la gâchette, mais on peut savoir qui a pris la décision qu'on tire sur cette gâchette. On ne peut pas vouloir balayer ça du revers de la main. Et je suis désolé de le dire, ce qui me frustre aujourd'hui, c'est de voir que c'est les gens de mon camp qui y a demandé qu'on ait un dialogue, qui y a demandé qu'on s'assoie, qu'on règle les problèmes, qui aujourd'hui, sous prétexte que quelqu'un est au PDG, moi je n'ai jamais été au PDG, j'ai toujours eu un problème avec le PDG, sous prétexte que le patronyme de tel ou bien l'appartenance politique de tel dérange, on ne peut pas faire ce dialogue vérité-réconciliation. Lorsqu'on a atteint le niveau que nous avons atteint, qui a emmené les militaires à prendre le pouvoir le 30 août, il faut que les Gabonais s'assoient. Il faut que les Gabonais se disent un certain nombre de vérités. Il faut que les gens assument leurs responsabilités dans ce qui s'est fait. Si les gens n'assument pas leurs responsabilités, qu'est-ce qui nous prouve que demain, ces gens-là n'arriveront pas aux commandes de l'État, au départ des militaires, et vont répéter les mêmes choses? Parce que j'ai vu, on dit tel parti ne doit plus présenter de candidats aux élections. Oui, mais de part et d'autre, il y a des gens qui ont fait des choses. Le Gabon n'a pas commencé en 2009. Je suis désolé, le Gabon n'a pas commencé en 2009. Le Gabon a commencé dans les années 50. La politique au Gabon a commencé à tourner mal depuis, s'il y a eu un coup d'État en 64, c'est que les choses allaient mal. Il faut qu'on s'assoie. Il faut que les gens assument leurs responsabilités. Qu'on soit de la majorité ou qu'on soit de l'opposition, il faut qu'on regarde tout ce qui s'est mal passé. Parce que c'est en regardant tout ce qui s'est mal passé qu'on peut éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un peuple sans mémoire
commet les mêmes erreurs perpétuellement. Alors, malgré le fait qu'il y ait une certaine inclusion dans l'idée même de l'organisation du dialogue, on se retrouve face à une situation qui fait que beaucoup parlent du problème de souveraineté dans la mesure, d'ailleurs vous avez souligné cette inquiétude, qu'il n'y a aucune garantie certaine que tout ce qui sera décidé au dialogue pourra faire l'objet d'une décision allant dans le sens de pouvoir l'inscrire dans la loi ou dans la Constitution. J'en sais pas grand-chose, mais ce qui est sûr aujourd'hui, on ressent des inquiétudes. Vous, quand vous regardez comment ça se passe, est-ce qu'il n'y a pas quand même des parties de traitement il y a quand même eu 38 000 contributions qui ont été faites par les Gabonais. Pour vous, il n'y a rien qui soit de nature à pouvoir créer un certain espoir chez vous? Non, je ne suis pas totalement désespéré. Si j'ai fait 2 propositions à titre individuel et dans le cadre de mon ONG. Je ne suis pas désespéré. Je dis, j'aurais souhaité qu'on plante d'abord le cadre juridique avant de parler du cadre économique. Parce que le cadre juridique va porter tout le reste. Là, les gens sont en train de discuter d'un côté du cadre juridique, les autres sont en train de discuter du cadre social, les autres sont en train de discuter du cadre il y aura tout de même un rapport final. Oui, le rapport final. Mais après, lorsqu'on va faire la Constitution, si ça ne s'emboîte pas, ils vont crier, ils vont dire que bon, on n'a pas voulu appliquer. Mais parfois, si on n'arrive pas à appliquer, c'est parce que ça ne peut pas s'emboîter. Alors que si vous allez sur un cadre juridique, si les autres assises étaient faites après l'adoption de la Constitution, en tenant compte du cadre juridique gabonais, je pense que ça pourrait donner de meilleurs résultats. Je ne peux pas dire que le dialogue est un échec parce que je ne suis pas là-bas. Il faut qu'on voit ce qui va sortir de ce dialogue. Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent les gens qui sont au dialogue. Je leur fais confiance, c'est des Gabonais. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être n'importe qui. Donc, aucun de nous n'a la légitimité de contester ceux qui sont au dialogue. Ça, c'est ce que je refuse. Personne n'a la légitimité de contester ceux qui sont au dialogue. Ils ont été choisis pour des raisons bien précises que j'ignore, je respecte ça. Mais je dis que j'espère simplement qu'au sortir de là, le travail qui aurait été fait pourra s'emboîter. Je ne pense pas que quelqu'un va forcément... Parce qu'on a eu ces problèmes ici au Gabon. Moi qui suis enseignant, lorsque j'ai regardé par exemple les effectifs de mon établissement Batavia quand il était école primaire, j'ai compris pourquoi on l'a transformé en CS. Mais les Gabonais trouvaient ça normal. Mais j'ai compris pourquoi parce qu'il faut toujours aller vers l'information, il faut regarder le fond. Batavia n'avait plus d'effectifs au primaire parce que les Gabonais préfèrent mettre leurs enfants dans les écoles privées. Et donc, quand vous avez un établissement qui se retrouve à peu près avec 200 élèves alors qu'il doit contenir 1000, vaut mieux transformer en CS et puis juguler les enfants qui arrivent à machin. Et c'est ce que je crains, qu'au sortir du dialogue, des décisions prises, si ça ne s'emboîte pas, les gens ne comprennent pas et qu'on se retrouve dans des débats qu'on vit tous les jours. Et malheureusement, au Gabon, tout le monde connaît tout. Tout le monde connaît tout. Tout le monde sait parler de tout. Mais personne ne cherche à avoir la bonne information. Il faut que le Gabonais commence à apprendre à chercher à avoir la bonne information. C'est ça mon problème. Le dialogue est une bonne chose. Il fallait qu'on se parle. Il fallait que les Gabonais s'assoient pour qu'on se parle. Oui, tous les thèmes qu'ils sont en train de discuter là-bas étaient nécessaires. La seule chose le seul bémol que je mets, c'est que je dis que ça n'aurait pas dû se faire au même moment. On aurait dû d'abord finir le cadre juridique, politique, avant de prendre économique et social. Merci, M. Akonefa. Merci, M. Akonefa, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Demain, 7h, on se retrouve. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici... Le Dark Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.